On pense souvent que pour tenir ses objectifs, il faut une bonne dose de motivation, de la persévérance et des bons outils. La vérité, c'est que tout ça a très peu d'impact sur vos résultats. Ça, c'est Shubham Sharma, le youtubeur qui aide les personnes avec un ordinateur à être plus productifs grâce aux meilleurs outils et à sortir la tête de ce brouillard technologique qui nous entoure. Ah mec, Bubble, c'est Notion. Pour nous enseigner tout ça, il utilise plusieurs plateformes. YouTube, sur laquelle il a 150 000 abonnés et presque 190 vidéos. Une newsletter qui a presque 60 000 abonnés. Et enfin, ses formations Notion Secret et Formation Make. Dans cette interview, Shubham nous parle des formations en ligne qu'il a créées et qui lui permettent de gagner sa vie tout en faisant ce qu'il fait vibrer, des vidéos YouTube. Tu fais du contenu hyper qualitatif gratuitement, dont les abonnés ne payent pas. Donc en fait, il faut que quelqu'un d'autre paye. Il nous parle de la difficulté de créer du contenu de qualité de façon constante. Peu importe ton branding, si t'apportes de la valeur, les gens s'accrocheront à toi. 100 vidéos, ça fait 2 vidéos par semaine. Si tu ne fais que ça de YouTube, c'est possible. Tu mets ta vie de côté, tu mets ton sport de côté, tu mets tout de côté. Et donc en fait, quel est l'effort que tu veux y mettre, tu vois? L'une des solutions à ce problème est de déléguer. Déléguer de la création, c'est très compliqué. C'est comme si Picasso, il faisait peindre des petites parties de son tableau par d'autres personnes. C'est plus Picasso. Mais t'as envie que ça soit quand même Picasso, donc en fait, tu essaies de trouver des manières de faire monter tes vidéos, peut-être te faire aider sur d'autres points. Et donc en fait, les objectifs sont surtout à quel argent et quel temps tu es capable de mettre dans cette manière de bosser sur YouTube. Merci beaucoup d'être le premier invité sur mon podcast, ça fait très plaisir. Bah merci à toi, c'est trop cool. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ta création de contenu, comment tu crées tes vidéos YouTube et aussi un petit peu comment tu as créé ta formation. Du coup, ma première question, ce serait comment est-ce que tu crées ton contenu? Est-ce que tu as un processus? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Je pourrais te dire qu'aujourd'hui, le processus, c'est ça, mais la réalité, c'est qu'il a beaucoup évolué. Il évolue aussi en fonction de mon rythme de publication, de l'effort que je veux mettre sur YouTube. Tout ça, c'est des données qui vont influer sur la manière dont je vais m'organiser. C'est pas la même chose de m'organiser pour 2 vidéos par semaine que pour 1 vidéo par mois. Et donc tout ça, ça va dépendre de à quel point j'en ai sur les différentes autres assiettes. Donc sur la partie formation, sur la partie peut-être conversion, que j'ai dans mon business aussi. Et en fonction de ça, je vais être plus ou moins disponible pour YouTube. Mais grossièrement, pour répondre à ta question, il y a toujours une phase d'idéation dans laquelle on va réfléchir à quelle va être une vidéo qui va marcher. On va réfléchir au titre, de la miniature. Et une fois qu'on a ça, je réfléchis un peu au script, à qu'est-ce que je vais dire dedans. Je tourne et après derrière ça passe au montage. Donc c'est souvent toi qui monte la vidéo. Quand tu as 2 vidéos par semaine, c'est ça le processus. Et quand tu as 1 vidéo par mois, c'est quand même, le processus reste quand même le même. Ouais, le process reste quand même le même. C'est pour ça que là, je t'ai fait un condensé de tout. Mais c'est vrai que si on est dans un process de faut publier beaucoup de vidéos, j'essaie de streamliner tout au mieux, faire du parallélisme et tout. Mais ce qui n'est pas toujours faisable sans perdre de la qualité dans les vidéos, quoi. Ouais. La réalité, c'est ça. C'est qu'on pourrait se dire, c'est trop bien chez moi, je fais tout en parallèle, etc. Mais la réalité, c'est que si tu veux pas... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas encore réussi à pas perdre en qualité de vidéo et en même temps à produire beaucoup de vidéos, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu saurais dire à peu près combien de temps il y a entre le moment où tu commences à écrire le script et le moment où la vidéo est publiée? Entre le moment où je m'y mets à la vidéo, souvent, on est pris par des deadlines. Donc, ça peut être 1 semaine, 4 jours au plus court et peut-être 15 jours au plus long, quoi. Mais jamais plus de 15 jours, en fait. Ouais. C'est YouTube qui veut ça, de toute façon. Ouais, c'est clair. Ça Puis même une fois que tu as bossé sur une vidéo, tu as envie qu'elle sorte. Ouais. Comment est-ce que tu évalues le succès de ton process quand tu fais la création de contenu? Le succès, il est uniquement aujourd'hui, et j'en suis pas au niveau où j'ai une boîte de prod. Pour moi, il est au moment où je sors la vidéo, c'est le nombre de vidéos que j'ai sorties dans la semaine. Enfin, dans le mois, pardon. En fait, c'est si j'ai réussi à en sortir beaucoup, c'est qu'il y a un moment donné, il y avait une machine qui suivait derrière. Maintenant, si en 2024, je devais le remesurer, ça va être combien de vidéos j'ai sorties et à quel point j'étais impliqué dedans. Donc, et ça vient ajouter, parce que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, mon process va être différent à 180 vidéos que celui qui a 10 vidéos ou 20 vidéos. Bien sûr. C'est du coup, à 180 vidéos, tu te dis, en fait, c'est parce que tu as envie de t'extraire un peu du process pour pouvoir gérer les autres choses que tu as. Parce que si tu ne fais que des vidéos, cool. Mais tu deviens un youtubeur qui fait que des vidéos et tu ne fais rien d'autre après. Et si tu as un héritage pour vivre dessus, c'est cool. Parce qu'avant que YouTube te paye sur un sujet de niche, faut y aller vraiment, faut bien y aller. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des périodes de blocage créatif ou alors des moments où tu n'avais pas d'inspi ou alors tu avais une vidéo à faire mais tu n'arrivais pas à la faire? Tout le temps, de toute façon tu le sais, à chaque fois que tu me demandes des vidéos, je te dis ouais mais là, c'est pas le moment.
Ouais, évidemment. En fait, je pense que quand tu as plusieurs casquettes, t'es pas juste créateur, notamment si tu es entrepreneur à côté. C'est-à-dire que tu dois faire de l'argent différemment ou tu as peut-être des services ou des produits que tu vends. Bah en fait, vu que tu as plusieurs casquettes, ton énergie est utilisée différemment. Et ton énergie créative, c'est une énergie très sensible qui peut être très vite happée par autre chose. Tu vois, tout à l'heure, on se disait, en fait, tout à l'heure, j'étais à fond et puis j'ai eu un truc que j'ai vu sur mon ordi. Boum, mon énergie est descendue parce que cette chose est venue prendre toute l'énergie que j'avais et je sais que je suis incapable de créer une vidéo avec toute l'énergie que j'ai après, quoi. Parce que, en fait, les événements de la journée vont venir prendre ou donner de l'énergie. Et du coup, quand ces moments-là arrivent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reportes la vidéo? Est-ce que tu as un moyen pour vaincre un peu ce manque d'inspiration? Quand je m'y mets, généralement, j'y arrive. Ouais. C'est rare que je sois dans une feuille blanche. C'est plutôt mon perfectionnisme qui va faire que la vidéo, je vais pas la laisser aller en prod parce que je considère qu'elle est pas assez bonne. Donc en fait, c'est rarement genre, je dois écrire une vidéo, je sais pas ce qu'elle va être parce que des idées, j'en ai plein. Donc je peux partir d'une idée que j'ai. En revanche, c'est toujours, voilà, j'ai envie de la développer comme ça, mais là, je trouve qu'elle est pas assez bien développée, donc j'ai pas envie de commencer à la tourner tout de suite, ça serait du gâchis. Ouais. C'est plus ça. Et donc, quand ça arrive, soit je baisse mon niveau de ce que j'ai envie de sortir, soit je la sors quand même, et puis souvent, c'est une bonne idée de la sortir quand même. Ouais. C'est sûr que c'est dommage quand t'as une idée de pas aller au bout. Après, t'es frustré, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. T'as quand même un branding personnel qui est assez marqué. Comment tu l'as défini, ce branding? Ça s'est fait en plusieurs fois. Je pense que j'ai pas eu comme idée initiale de marquer mon branding personnel. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense qu'il y a plein d'experts en branding personnel qui aujourd'hui diraient le contraire. Je pense que ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, j'ai bossé dessus avec un constat fort initial qui est que peu importe ton branding, si t'apportes de la valeur, les gens s'accrocheront à toi. Okay. Donc, en fait, selon moi, ce qui compte vraiment, c'est en gros, comme on dit, walk the talk, c'est est-ce que tu fais ce que tu dis, quoi. Ça sert à rien de vouloir dire aux gens, fais de l'automatisation, fais de l'organisation, si toi, de ton côté, tu en fais pas, ou si t'as pas d'exemple sûr. Donc c'est vraiment, j'ai pas réfléchi à ça principalement, c'est juste que je parle des sujets que j'aime bien et dont je suis inspiré, dont je suis passionné. Et en fait, il se trouve que ça apporte de la valeur parce que c'est le but principal et du coup, les gens s'accrochent à moi. Et il se trouve que derrière, je suis moi-même, donc c'est voilà. Ouais. C'est sympa, c'est clair. Est-ce que tu pourrais partager une expérience ou un changement dans ton processus de création ou pour lequel tu as vu un impact? Ouais, je pense que le fait de réfléchir au titre et à la miniature au début et pas à la fin de la vidéo, souvent ce qui arrive, c'est qu'on donne toute notre énergie dans la création de la vidéo. Ouais. Donc dans le tournage, dans le montage, etc. On pense à la minute 4 minutes 48 c'est clair. Parce qu'on voulait que le chiffre, que le truc s'affiche comme ça mais pas comme ça. La réalité, c'est que si la vidéo est pas cliquée, ça sert à rien. Ouais. Et donc ce qui a vraiment changé ma manière de créer et les performances aussi, c'est réfléchir d'abord au packaging et pas au contenu initialement. Ouais. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça. Ouais. Et du coup, j'essaye de faire pour une vidéo YouTube, de faire d'abord la miniature et le titre. Et en fait, je trouve ça très dur parce que je me rends compte que je me basais vachement sur ce qui se passait dans la vidéo pour faire ma miniature. Et là, j'ai pas écrit le script, donc en fait, je sais pas ce qui va se passer dans la vidéo. Et du coup, je suis devant ma miniature, je me dis, bon, qu'est-ce que j'y mets, quoi. Après, c'est vrai que si tu commences juste par la miniature, ça marche pas. Il faut quand même que tu aies une idée de ce que tu vas dire dans la vidéo, quel est le message important. Ouais. Et après, tu fais la miniature. Okay. Parce que c'est vrai que si tu trouves que la miniature A est bonne et que tu fais la vidéo ensuite, peut-être que la vidéo va être peu intéressante. Mais c'est juste que faut qu'il y ait un match entre j'ai envie de faire une super vidéo et le contenu va être cool. Ouais. Et en plus, il y a une super miniature. Ouais, donc tu as un début quand même d'idée, peut-être le script qui se dessine, mais pas plus. Ouais, j'ai juste l'idée principale de la vidéo qui se dessine, ouais. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. Intéressant de fonctionner comme ça. Peut-être que ça va m'aider à me débloquer. Oui, j'espère, ouais. Pour ma vidéo. Comment est-ce que tu définis tes objectifs lors de la création de contenu et comment est-ce qu'ils influencent ton processus créatif? En fait, je trouve qu'il y a vraiment différentes phases de créateur. Il y a quand tu commences et que tu as moins de 20 vidéos sur ta chaîne et que tu es tout seul. Il y a t'as entre 20 et 100 vidéos sur ta chaîne et que t'es peut-être tout seul ou t'as un monteur ou une monteuse et puis t'as plus de 100 vidéos sur ta chaîne et de 100 à 150 et puis en gros plus de 150. Et je pense que vu que t'as fait tellement de vidéos, tu comprends là où t'es fort et t'es pas fort. Et aussi qu'est-ce que tu dois déléguer si tu veux vraiment fixer tes objectifs, parce que la réalité c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée, ça c'est une chose, et on a tous un certain nombre une énergie créative dans la journée qu'on peut utiliser. Maintenant si on est youtubeur à 100% et on a que ça à faire et qu'on
on a de l'argent d'un héritage. C'est très différent de si on est youtubeur et qu'on doit à côté gagner de l'argent. Et c'est très différent de si on est youtubeur et qu'on vend des produits ou des services. Et c'est très différent aussi de, on a envie de faire du YouTube, mais qu'on a un boulot à côté. Parce qu'en fait, en fonction de l'énergie créative que tu as et en fonction des moyens que tu vas pas du tout aborder YouTube de la même manière. En fait. Donc, c'est pour ça qu'une réponse générique, c'est pas vraiment bon parce que suivant le stade dans lequel tu es, tu vas fixer des objectifs qui vont être en phase avec le temps que tu as. Aujourd'hui, je crois que je vais être à 180 vidéos, 182 vidéos sur ma chaîne. Je suis clairement dans l'étape où je dois optimiser ma création, où je dois être là uniquement là où je suis très très bon et essayer de déléguer au maximum tout le reste. Déléguer de la création, c'est très compliqué parce que tu t'exprimes et c'est comme si Picasso il faisait peindre des petites parties de son tableau par d'autres personnes. C'est plus Picasso en fait. Mais tu as envie que ça soit quand même Picasso, donc en fait tu essaies de trouver des manières de faire monter tes vidéos, peut-être te faire aider sur d'autres points. Et donc en fait les objectifs sont surtout à quel argent et quel temps tu es capable de mettre dans cette manière de bosser sur YouTube. Et donc pour moi c'est, là on est en début d'année et je me dis ok, quel est le temps disponible pour moi sur cette activité qui est juste YouTube? Combien d'argent j'ai pour pouvoir déléguer et quelle activité je veux déléguer, et après du coup tu fais ton plan, parce que sinon c'est trop illusoire de dire je veux faire 100 vidéos si tu sais pas comment tu vas les faire. Parce que 100 vidéos ça fait 2 vidéos par semaine, si tu ne fais que ça de YouTube c'est possible, mais sinon c'est pas possible. Deux vidéos par semaine on l'a eu fait et ça demande ça demande que ça, en fait tu es obligé de faire que ça, tu mets ta vie de côté, tu mets ton sport de côté, tu mets tout de côté, et donc en fait quel est l'effort que tu veux y mettre, tu vois. Non c'est clair, c'est vrai que ça donne envie de faire 100 vidéos dans l'année sur YouTube. Toi, tu as eu quand même un très bon impact de ces 2 vidéos par semaine. Tu l'as vu sur tes abonnés, sur des choses. C'est vrai qu'il faut avoir conscience que, disons que tu fais une vidéo, tu n'as même pas le temps d'apprécier de la publier, qu'il faut penser à la deuxième fois. Et du coup, t'as plein d'autres trucs. Tu te dis, attends, est-ce que celle-là cannibalise pas l'autre? Non. T'as l'impression que tout le monde regarde tes vidéos, personne ne regarde tes vidéos. Tout le monde tout ça, en fait. Donc, selon le temps que tu vas y consacrer et l'argent que tu vas y consacrer, tu vas y mettre plus ou moins tes objectifs. Et ça va faire ton objectif YouTube. Comme je disais tout à l'heure, il y a 2 ans, tu publiais 2 vidéos par semaine. Comment tu as fait pour garder le rythme sans vraiment perdre en créativité ou même en envie de faire ces vidéos, en fait? C'est vrai qu'initialement, comme quand tu commences quelque chose, tu as l'envie, l'espèce de flamme qui vient et puis qui redescend petit à petit. Parce que tu as des flammes sur d'autres choses qui arrivent. Et en effet, la consistance, c'est un sujet sur YouTube qu'il faut garder parce que c'est ce qui fait que tu es un créateur, que ça fait longtemps que tu fais des vidéos. Et quand quelqu'un vient sur ta chaîne et qu'il voit que ça fait que 2 semaines que tu fais des vidéos, VS, ça fait 3 ans, c'est pas pareil. Donc, comment j'ai fait pour pas perdre en créativité? Je pense que dans mon domaine, il y a beaucoup de sujets à aborder qui sont pas encore abordés. Et puis, de ma manière. Donc je pense pas que je suis en manque de j'ai des idées en moins ou quoi. En revanche, les 2 vidéos par semaine marchaient parce qu'à l'époque j'avais pas de formation. Enfin je vendais rien et donc du coup c'était génial, je faisais que des vidéos mais je pouvais pas me payer, donc en fait c'était juste pas faisable. La réalité c'est que si tu fais 2 vidéos par semaine comme je t'ai dit et que t'as pas d'héritage, tu tiens pas longtemps. C'est pas rentable. Donc en fait soit j'allais comme ça et que je faisais pas d'argent, cool, mais sauf qu'à un moment donné ça marchait pas parce que j'aurais dû prendre un job et arrêter YouTube, soit tu commences à lancer des services ou des produits qui peuvent t'aider à financer ta chaîne. En fait, c'est tout, c'est que tu fais du contenu hyper qualitatif gratuitement, dont les abonnés ne payent pas. Donc en fait, il faut que quelqu'un d'autre paye. Donc soit c'est tes clients, soit c'est tes personnes qui sont formées. Enfin, donc il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui fasse en sorte que ces vidéos puissent être produites. Et c'est pour ça que du coup, tu as passé le cap de devenir créateur, enfin d'être seulement créateur de contenu à aussi formateur. En fait, c'est ça, tu as plusieurs possibilités. Soit tu te dis, je suis juste créateur de contenu et que tu fais que du média, c'est-à-dire que tu vas te rémunérer uniquement en sponsoring, etc. Et tu vas demander à des sponsors de payer tes vidéos. Soit ce que tu fais, c'est que tu vends tes propres produits et tu t'auto-sponsorises tes vidéos. Et c'est en effet la route que j'ai choisie. Donc ça t'est venu assez naturellement de passer par ce biais-là? En fait, j'ai beaucoup hésité entre les deux. En regardant un peu les modèles, c'est vrai que tous les youtubeurs que je regardais avaient beaucoup de sponsors. Je pensais que ça marchait comme ça, mais j'avais aussi d'autres youtubeurs qui avaient très peu d'abonnés aussi, mais qui gagnaient très bien leur vie avec des formations et avec d'autres produits. Donc ça peut être des packs de templates, ça peut être des automatisations, etc. Et donc du coup, je me suis dit, ok, lequel me correspond le mieux? Moi, je t'avoue pas très à l'aise quand je faisais un sponsoring, parce que je me disais, faut vraiment que l'outil soit dingue. Et il n'y en a pas beaucoup des outils complètement dingues où en fait je me dis carrément je serais prêt à parler en étant payé sur ma chaîne et en disant je mets ma main à couper que cet outil est tellement bien parce que si demain cet outil marche plus c'est de ma faute.
Et ça, j'ai beaucoup de mal. Alors que je pourrais pour le coup mettre ma main à couper que mon produit de formation, c'est le meilleur sur le marché, que c'est moi qui l'ai fait, que j'ai fait avec toute mon énergie, c'est bien mieux que ce qu'il y a sur YouTube, etc. Donc, ça me correspondait plus en fait. Même pour les outils que tu utilises beaucoup, tu serais pas prêt à faire du sponsoring? Bah, j'en ai fait quelques-uns. Mais en fait, c'est juste que il y a du coup autre chose à gérer. C'est tu as un client, mais qui a d'autres attentes. Ça veut dire qu'il a des attentes de combien de vues tu as fait, qui est ton audience. Et je trouve que la conversation que tu as avec le client fait en sorte que ton boulot devient plus créatif, mais uniquement transactionnel. Du genre, j'ai fait croire à eux que je donnais de la valeur, et puis regarde qui sont ces gens, maintenant vas-y, serre-toi dans... Alors c'est pas exactement ça, hein, mais en fait il y avait un peu cette conversation-là, surtout qu'après derrière il faut la maintenir cette relation, mais ça à la limite c'est rien par rapport à l'autre frein que j'avais et que j'ai, qui me paralyse, c'est celui de... Si la vidéo est sponsorisée, je me mets une pression de dingue. Ah oui. Que t'as pas sur tes autres vidéos. Sur les autres vidéos. Les vidéos, si elle flop, je m'en fous. Mais celle qui est sponsorisée, quelqu'un qui t'a payé, t'es aussi bon que ta dernière aussi bonne vidéo qui a marché. Parce que pour pouvoir lui dire, écoute, voilà, j'ai ces 5 dernières vidéos, elles ont fait tant de vues. Du coup, je pense que même si je m'engage pas sur les vues, mais toi, t'as envie que le sponsor soit content et qu'il re-signe avec toi. Bien sûr. Et donc, du coup, quand ton salaire dépend du bonheur du sponsor, c'est pas ouf. Je trouve que ça vient tuer ta créativité. Ok, tu travailles plus du tout sur le même genre de vidéo, alors qu'en vrai, si tu fais le même genre de vidéo, mais ton travail change quoi. Tu fais le même genre de vidéo, et après, je pense que c'est aussi dans la relation. Je pense qu'il y a des très gros youtubeurs qui bossent avec des gens et ils ont réussi à trouver cette relation. Mais moi, c'est juste que je préfère vendre mes trucs à moi plutôt que vendre des trucs de autre. Parce que du coup, t'as pas cette même pression quand tu fais la formation, quand tu vas vendre ta formation à tes futurs clients. Du coup, t'as pas cette même pression-là de est-ce qu'elle va bien leur correspondre, est-ce qu'elle va... Déjà, en fait, en vidéo, tu vends pas. Parce qu'en vidéo, tu parles à beaucoup de gens. Et donc, t'as pas envie que n'importe qui passe sur ta formation, sur ta vidéo, se fasse vendre quelque chose, en fait. Je pense que tu vends plus tard par email, ou tu vends dans une masterclass, ou tu vends, tu vois, dans le cadre d'une promo, mais tu vends pas sur vidéo. Et donc, en fait, du coup, t'as pas la même pression, parce que les moments de vente et les moments de création sont totalement différents. Donc c'est pas les mêmes moments. Parce que tu vois, dans une vidéo, tu vas apporter que de la valeur. Et c'est dans les emails que tu vas que vendre, c'est dans une masterclass où tu vas que vendre. Donc en fait, c'est pas les mêmes moments et c'est pas les mêmes niveaux d'énergie qu'il faut. Quand tu fais de la vidéo, ton but c'est d'être le plus généreux possible avec ton audience d'un point de vue valeur pour qu'ils se disent mais waouh, c'est dingue, j'ai jamais vu ça avant. Quand tu vends, ton but c'est de faire de la conversion. C'est qu'il y a des gens, ils ont un besoin. Toi, tu as la meilleure solution pour remplir leurs besoins. Et du coup, c'est pas la même chose. D'accord, c'est vraiment deux choses très différentes. Ok, intéressant. Et du coup, comment t'as vécu en gros le changement de créateur à formateur, dans le sens où écrire le script d'une formation, c'est pas du tout la même chose, j'imagine, que écrire le script d'une vidéo, parce que c'est beaucoup plus long. C'est pas le même job, quoi. C'est comme le job d'un conférencier et tu vois, prof à l'école et celui qui est prof à l'université qui prépare un programme pédagogique, quoi. Parce que je veux dire, en fait, c'est pas le même, parce que ça reste de la vidéo, mais il y en a un où le but c'est de faire ce qu'on appelle de l'infotainment, donc de l'entertainment avec de l'information, donc de faire en sorte que les gens apprennent des choses, mais par le biais de l'amusement, de quelque chose de cool, un peu comme s'ils regardaient une mini-série ou un petit film. Là où l'autre, c'est soit aider les gens à se professionnaliser, à résoudre un problème, à devenir compétents sûrs, et du coup, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. L'assessment, ça veut dire quel est leur niveau initialement, comment est-ce qu'au fur et à mesure tu sais qu'ils évoluent, comment est-ce que tu mets des petits QCM ou des petits tests pour savoir s'ils évoluent, combien de temps tu dois les aider, tu les aides en vidéo, tu les aides en live, tu les aides par questions-réponses, quelles sont les questions-réponses les plus posées. En fait, je veux dire, du coup, c'est pas le même métier. Il y en a un qui est beaucoup plus profond, l'autre qui est beaucoup plus large. Il y en a un où tu vas essayer d'avoir le maximum de monde possible, qui est la vidéo, et il y en a un qui va être le plus précis possible pour un job donné que tu as à faire, qui est de former la personne sur une compétence. Comment tu as appris cette différence en faisant. De toute façon, t'es obligé de le faire, quoi. C'est-à-dire que si les gens t'achètent quelque chose et ils voient une vidéo YouTube, ils se font arnaquer. Parce qu'ils se disent, non mais attends, en fait, j'ai en gratuit, pourquoi je vais payer? Donc, il faut que ça soit différent.
Et il faut que ça soit différent avec un parcours pédagogique. Donc après tu te renseignes dans le sens où il y a plein de blogs, il y a plein d'études qui ont été faites sur comment éduquer des gens, sur quelles sont les méthodes pédagogiques. Enfin, il y a plein de trucs là-dessus. Donc en effet, tu vas te renseigner un peu là-dessus aussi, quoi. Ok. Parce que c'est un nouveau job que tu démarres, qui est celui de formateur. Et oui. Plus youtubeur. Bah oui, parce qu'il y a tellement de youtubeurs qui vont aussi devenir formateurs, et puis tu fais des vidéos, et donc je trouve que c'est un peu flou. Moi, au début, j'avais un peu l'impression que c'était un peu la même chose, que les formations, c'était des longues vidéos YouTube, qu'il fallait reprendre la structure et tout. Mais en fait, c'est vrai que pas du tout. Quand moi, je prends des formations, en effet, si j'ai une vidéo YouTube, bah, je suis pas contente, quoi. Je suis pas satisfaite de mon truc. Le monde n'est pas en manque de contenu, hein. Il y a autant qu'il faut du contenu. Si tu tapes Final Cut, comment faire telle chose, ou enfin, tu le trouves, le truc. Ce dont les gens ont besoin quand ils achètent une formation, c'est d'avoir une chance qui grandit de arriver d'un point A à un point B. Par exemple, si demain je vais devenir bon au snowboard, je peux regarder plein de vidéos sur le snowboard. Mais si demain je prends une formation sur comment progresser en snowboard de A à Z, bah, j'aurai une méthode structurée avec peut-être une fois par semaine un coach en vidéo qui me demandera de faire telle et telle chose et puis qui va me suivre sur 6 mois. Et à la fin, j'aurai plus de chances de devenir bon en snowboard au bout de 6 mois que en regardant juste des vidéos YouTube. Ouais. Donc en fait, tu t'achètes juste pas la certitude, mais un engagement, quelque chose qui va augmenter tes chances d'arriver du point A au point B. Ouais. Alors que tu peux rester à procrastiner sur des dizaines de vidéos. Et toi aujourd'hui, donc, tu te fais un peu aider aussi pour tes formations, parce que ça commence à te prendre pas mal de temps. C'est quoi les types de personnes qui t'aident? Enfin, qu'est-ce qu'elles t'aident à faire, les personnes? Bah déjà, mes formations, elles sont ce que j'appelle des formations hybrides, dans lesquelles tu as une partie en vidéo à regarder, donc avec des modules, avec des QCM, des exercices, des projets à faire. Ça, c'est assez classique dans ce qu'il y a dans une formation. En revanche, il y a 2 éléments, voire 3 éléments en plus. Le premier élément, c'est que tu as un espace pour poser des questions dès que tu es bloqué. Parce que souvent, ce qui arrive dans une formation, c'est que quand tu es bloqué, bah, tu es face à toi-même. Et c'est ce qui fait que les formations sont rarement terminées. On a un taux de complétion dans l'industrie qui est de 5%, ce qui est ridicule. Ah ouais. Parce que justement, quand les gens sont bloqués, bah, ils sont bloqués, quoi. Ils laissent tomber et puis voilà. Deuxièmement, j'ai la possibilité pour les gens qui se forment chez moi, en fait, toutes les semaines, d'avoir ce qu'on appelle des office hours. C'est-à-dire que toutes les semaines, ils viennent et ils posent des questions en live et il y a quelqu'un qui leur répond. Et sur ça, c'est des anciens de ma formation qui sont d'ailleurs maintenant devenus coachs dans ma formation, qui sont hyper calés sur le sujet, qui en plus ont vécu la transformation en termes de chemin que les apprenants sont en train de faire et du coup, qui savent leur répondre. Ça dure 1 heure, c'est toutes les semaines. Il y a des niveaux débutants, des niveaux avancés. Et la troisième partie, c'est moi qui suis en live 1 fois par mois pour parler de qu'est-ce qu'il y a de nouveau, grossièrement dans le sujet. Donc chez moi, c'est l'automatisation et l'organisation avec Notion. Et bah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est sorti. Et donc en fait, c'est un peu une conférence que je fais uniquement qui est privée à toutes les personnes qui ont ma formation. Et ça, c'est un parcours de 6 mois. Et pendant 6 mois, ils ont testé ces 3 autres choses. En revanche, ils gardent l'accès aux vidéos à vie. Donc évidemment, avec tout ce que je mets en plus, bah, je peux pas le faire tout seul. Tu vois, par exemple, l'année dernière, il y a plus de 750 personnes qui sont venues sur la formation. C'est pas possible d'avoir en office hour autant de personnes, de répondre à autant de questions, etc. Donc, je suis forcément obligé de me faire aider par des coachs. Ok. Et du coup, toi, comment ça marche? Tes formations, elles sont tout le temps ouvertes ou tu marches par ouverture de temps à temps? Bah, en fait, il y a plusieurs formats. Moi, je fais constamment des tests pour savoir ce qui marche pas. C'est vrai qu'initialement, il était tout le temps ouvert. Puis, j'ai fonctionné par lancement. Puis, j'ai fonctionné par cohorte, donc c'est-à-dire par promo. Puis, j'ai fonctionné par un système hybride. Maintenant, je suis plus ou moins dans un système hybride où, en fait, il y a des moments où il y a des gens qui vont rentrer par promo. Okay. Mais il y a dans ma liste email une possibilité de les avoir n'importe quand. Je fais pas de promo dans les formations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de promo de temps au lieu de temps, mais t'as moyen d'y rentrer si t'es dans une séquence ou quoi. Ok, un peu tout le temps. Ouais, un peu tout le temps, mais aussi à des moments clés de l'année où c'est à des moments spécifiques. Ok, pour continuer un peu sur la façon de déléguer un peu, quand t'as décidé quelles allaient être les tâches que tu délègues? Bah, il y a comment je le vois maintenant et comment je l'ai vu au moment de le faire. En fait, la différence, c'est que quand tu commences à faire un truc où il y a peu de gens qui le font, tu n'as pas forcément de chemin pour y arriver. Je sais pas, demain tu ouvres un resto, il y a assez de restos ouverts pour aller parler aux restaurateurs ou même, j'imagine, acheter une formation sur comment scaler un resto. Quand tu crées une chaîne YouTube et qu'en même temps tu fais de la formation et qu'en même temps tu fais des office hours, des trucs comme ça, tu construis la voiture en même temps qu'elle roule. Et donc en fait, tout ce qui est délégation, c'est arrivé petit à petit.
Au début, c'était quelqu'un qui m'aidait juste à répondre aux questions support, mais pas Notion. Après, c'est quelqu'un qui est venu répondre à des questions sur Notion sur ma formation. Les office hours, je les ai faites jusqu'à la fin moi-même, et c'est que cette année où j'ai un peu délégué. La partie questions, quand je dis questions techniques, c'est genre questions de support, non, c'est une personne qui les gère, donc ça s'est fait vraiment de manière organique, petit à petit. Mais grossièrement, si je devais le refaire et si je devais donner la solution à quelqu'un qui commençait, ça serait, tu prends sur une semaine toutes les tâches que tu fais, tu regardes celles où tu les fais juste parce que tu dois les faire mais que t'es pas forcément bon dedans, ou c'est pas un kiff pour toi de les faire, là tu les délègues petit à petit. Pour les déléguer, tu regardes est-ce que ça pourrait être fait par une personne spécifiquement, tu fais venir cette personne, pendant une semaine tu fais les tâches alors qu'elle est à côté de toi, pendant une autre semaine tu lui laisses faire les tâches alors que tu es à côté d'elle, et pendant la troisième semaine elle fait les tâches toute seule. Et ça c'est ce que j'aurais fait parce que c'est, je trouve, la meilleure manière de déléguer. Ouais, c'est vraiment petit à petit, lui transmettre ce que tu fais et après voir comment la personne se débrouille. Exactement. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut lancer sa formation, mais qui ne sait pas du tout comment s'y prendre pour bien structurer sa formation? Qu'est-ce que cette personne pourrait faire pour avoir une idée de quoi faire en fait? Alors quelqu'un qui démarre une formation, franchement ça se fait en 3 temps parce que je l'ai tellement fait maintenant. Une première chose, ça serait d'avoir une idée très claire de qui est la personne qui devrait prendre la formation. Quels sont ses problèmes, où est-ce qu'elle est aujourd'hui et où est-ce qu'elle veut arriver. La formation, c'est un pont entre l'état initial et l'état désiré. C'est-à-dire que je suis nul en snowboard, j'ai envie de devenir super snowboarder. Ou en tout cas, j'ai envie d'aller, je sais pas, faire des tricks et tout sur une colline. Le pont, ça va être la formation. La formation, il faut qu'elle me permette d'arriver d'un point A à un point B. Une fois que ces 2 points sont clairs et qui est la personne, je peux commencer et passer à l'étape 2. Ouais. L'étape 2, c'est te poser la question quelles vont, dans ce pont, être les différentes étapes pour que la personne puisse y arriver. Donc, typiquement, dans le cadre du snowboarding, ça va être quelles sont les techniques pour savoir chausser déjà? Quelles sont les techniques pour savoir si tu es goofy ou si tu vas à gauche ou tu vas à droite? Quelles sont les techniques pour pas tomber? Quelles sont les techniques pour derrière choisir son snowboard, etc. Donc en fait, il faut avoir un moyen d'avoir une progression dans les différents chapitres. Dans les différents chapitres, à chaque chapitre et à chaque vidéo, une notion, une vidéo. On raconte pas sa vie dans une vidéo. C'est pas YouTube. Si les gens regardent même pas une vidéo YouTube de 20 minutes, regardons pas une formation dont une vidéo fait 35 minutes. Ouais. Parce que les gens pensent que plus que c'est une formation et qu'ils ont payé, ils peuvent se permettre d'être nuls dans la delivery. Non, c'est pas le cas. Il faut être toujours aussi au taquet, il faut leur expliquer quelque chose et il faut qu'une vidéo ait une notion importante. Okay. Dans la mesure du possible, dans les différents chapitres, il faut être certain que la personne ait compris et assimilé le contenu. Donc, il faut lui poser des questions sous forme de QCM ou de projet. Ça, c'était la 2e étape. Et la 3e étape, elle est sur, ok, je sais qui est la personne, je sais qu'elle a suivi la formation. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de savoir 3 mois plus tard si elle a appliqué la formation? Donc, trouver une manière pour que la personne, en fait, se dise « Wow, j'ai suivi le truc, mais en plus, je l'ai appliqué. » Parce que la formation, c'est un pont. Et souvent, les gens se disent je donne juste grossièrement les infos sur le pont et puis la personne va le faire tout seul. Non, c'est comment est-ce que tu peux l'aider à le traverser et comment une fois que la personne a traversé ce pont qui a été créé par toi, tu peux lui féliciter, lui demander et lui montrer à quel point ça a transformé sa vie. Donc je trouve que cette dernière partie, elle est souvent oubliée, et ça permet beaucoup aux gens, de devenir ambassadeur de ta formation parce que du coup ils sont à fond, et deuxièmement, ça permet à toi aussi de te rassurer sur le fait que tu fais un produit utile sur le marché, quoi. Ok, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, très très cool d'être interviewé par toi.